Aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast qui est le troisième, où on a l'honneur d'avoir avec nous Rémi Rivas, qui est Bonjour. l'un des big boss de Launchpad HEC. Donc, je te laisse te présenter. Bonjour. Merci beaucoup. Moi, je m'appelle Rémi Rivas, je suis designer consultant, donc j'opère en indépendant. Mon travail, c'est d'accompagner des entreprises dans leur démarche d'innovation. Donc l'entrepreneuriat, mais pas que, en fait, tout ce qui est la création de valeur. En fait. Et j'opère. Alors, je collabore avec HEC dans le cadre du programme Launchpad depuis bientôt 9 ans. Et j'en assume les fonctions partagées de direction pédagogique depuis 7 ans maintenant. Et voilà. Et donc, on a vu passer beaucoup de promotions, on a vu passer beaucoup d'étudiants très motivés, on a des histoires sympas. Donc pour commencer, à quoi tu étais destiné au départ? Genre quel type d'études tu as fait et comment tu en es arrivé là? Alors, effectivement, oui, moi, ça s'est pas fait en une fois. Comme souvent dans la vie, hein, vous allez rencontrer de plus en plus de personnes qui auront changé de carrière, qui feront pas des boulots pour lesquels ils ont été formés au départ, hein, parce que c'est l'immense majorité. En fait, les gens qui font tout d'un seul tenant, puis qui font exactement ce qu'ils avaient prévu, il y en a très très peu. J'ai même fait une conférence là-dessus pour des étudiants à moi il y a quelques années. Alors moi, à la base, j'étais dans un cursus scientifique au lycée, parce que j'ai toujours eu beaucoup d'intérêt pour les sciences, bien qu'à un niveau relativement faible en maths, donc j'aurais pas pu poursuivre dans des études très scientifiques. Et derrière ça, j'ai d'abord fait de la communication des entreprises et de la publicité. Je me suis redirigé sur des écoles de commerce en passant par Rennes School of Business, qui est une école à Rennes, comme son nom l'indique. Je me suis spécialisé très tôt dans le marketing des nouvelles technologies et particulièrement le développement de toutes les branches numériques dans les entreprises, hein, parce qu'à l'époque, vous forcément vous êtes né dedans, mais nous c'était relativement neuf. Hein, et puis les entreprises y mettent toujours un certain temps, on en parlera d'adaptation, donc ils commençaient vraiment à prendre le truc au sérieux. J'ai bossé chez Microsoft un moment dans des fonctions commerciales de régie publicitaire. Et finalement, consécutivement à une réorientation, je me suis retrouvé à étudier le design industriel et puis à partir après dans le design de produits, le design de services, me mettre à mon compte. Et maintenant, ça fait 12 ans que je suis indépendant et c'est pas du tout ce que je pensais que je ferais quand j'avais 20 ans. Et donc à quel moment tu as décidé de te lancer dans le conseil des startups? Est-ce qu'il y a eu un déclic particulier Mmh. ou Bah, comme beaucoup de choses qui arrivent dans une carrière, c'est beaucoup plus une affaire d'opportunité. C'est très rare. Il y a des individus comme ça, j'en connais, hein, mais c'est pas nombreux. Moi, j'en fais pas partie, qui ont cette capacité de se dire, tiens, il y a du mouvement par là, je vais aller moi-même prendre l'initiative d'aller creuser par là et faire mon truc. Moi, comme beaucoup de freelance et comme beaucoup de personnes, en fait, j'avais des amis qui m'ont demandé d'intervenir. Alors d'abord, tu y vas timidement, tu fais des masterclass, des cours, et puis après, tu prends des responsabilités graduellement. Et puis aussi, il y a eu une évolution du marché. Parce que moi, quand j'ai commencé, les entreprises, elles étaient en train d'internaliser les fonctions numériques. Donc, elles montaient des pôles, surtout design et expérience utilisateur. Et puis après, elles ont commencé à se dire, ah, mais il y a pas mal, là, il y a il y a le capital risque, il y a le monde des startups dehors. Tiens, on va faire nos propres programmes d'innovation, on va faire nos propres incubateurs, nos propres accélérateurs. Et là, ils ont eu besoin du savoir-faire, de la méthodologie, de l'expérience qu'on avait dans ce domaine. Et il y a eu en fait un marché. Parce qu'en fait, en conseil, c'est très rare que tu précèdes la demande. En fait, c'est quand les gens commencent à s'intéresser à un sujet que toi, tu arrives pour proposer des outils et des méthodes. Donc il a fallu attendre qu'il y ait une forme de maturité qui s'installe dans les entreprises, ce qui n'a pas été tout de suite. Ok, ouais, c'est exactement ce que nous, on nous enseigne dans le master. Toujours partir du problème et non de la solution. Donc en vrai, on voit que même dans le choix d'une carrière, ça se Oui, passe comme ça. bien sûr. Et donc, moi, par exemple, quand je suis rentré dans ce master, il y a un des points qui m'a frappé, c'était que c'était assez simple de pouvoir contacter tout le monde Oui, et que la plupart des gens répondent. oui. Donc, si tu pouvais aujourd'hui donner un petit conseil, Mhm. comment, genre, notamment, tu as réussi à créer du réseau et comment c'est possible de se créer un réseau quand on vient pas forcément d'une famille destinée à Bien nous sûr, donner tout ce bagage-là. bien sûr. Et surtout, quel est, enfin, quel est le, euh, le point le plus important Mhm. à prendre en compte quand on cherche à se créer un réseau? Ouais. Alors déjà, il y a plusieurs choses. Vous êtes des animaux sociaux. Donc, de toute façon, que vous en ayez conscience ou non, je suis un animal social, on fait partie de réseaux. On le conscientise, on ne le conscientise pas, mais de par votre seule scolarité, le fait que vous ayez fréquenté des classes, le fait que vous ayez des activités extrascolaires, le fait que vous ayez une famille, bien sûr, des membres de votre famille, le fait que vous ayez des amis que vous fréquentez, tout ça, ce sont des connexions sociales. Et donc, vous êtes déjà, en fait, l'être humain est très rarement un animal solitaire. Donc vous appartenez déjà en fait à tout un microcosme de liens, beaucoup plus que vous ne le présumez. Certaines études postulent que
vous avez 300 à 500 personnes proches de vous et jusqu'à 3000 personnes que vous connaissez, voilà, que vous êtes capable de reconnaître sur un trombinoscope, ou dont vous avez l'email qui traîne quelque part, ou même le contact dans un smartphone. Quiconque a l'impression de ne pas avoir de réseau, ouvrez votre smartphone, qu'on ne met jamais à jour, allez voir tous les numéros que vous appelez pas, vous allez voir à quel point vous avez croisé du monde dans votre vie. Donc aujourd'hui, aujourd'hui, on le voit avec les social graph, on le voit avec LinkedIn, on le voit avec Facebook, parce que dès qu'on a croisé quelqu'un et qu'on l'a contacté, on conserve ce lien. C'était pas le cas avant. Avant, c'était beaucoup plus compliqué. Donc, si vous voulez, voilà, vous passez votre temps à rencontrer des gens. Donc, tous ces gens-là, ce sont des portes vers plein d'opportunités. La plupart d'entre eux sont ravis de vous rendre service. Le fait est que, pour que ça soit bien fait, il y a plusieurs choses. Déjà, si vous voulez vraiment rencontrer des gens, densifier des connexions, faire vivre votre réseau, le plus simple, c'est vous chercher ce que vous pouvez faire pour lui. C'est-à-dire que c'est tout bête, mais par exemple, moi j'en ai connu comme ça, vous faites partie d'une école prestigieuse et reconnue, mais vous faites partie d'une toute petite école qui débute, il n'y a pas encore d'association alumni, créez-la. Créez-la, comme ça après vous avez la présidence de l'association alumni, vous rappelez tout le monde, vous organisez l'événement, vous connaissez tout le monde, et donc peut-être au bout d'un moment, vous avez fréquenté tout le monde parce que voilà, vous êtes ceux qui s'emmerdent, donc vous avez fait les courses, vous avez réservé le lieu, vous avez créé l'agenda, vous avez invité tout le monde, vous avez fait les choses pour que ça se produise. En fait, mais mettre des gens en réseau, c'est extraordinairement simple. Ça n'a jamais été aussi simple qu'aujourd'hui. Voilà, il vous faut une opportunité, des trucs à partager, vous faites intervenir quelqu'un, vous faites parler quelqu'un, vous animez une communauté en ligne, enfin, il y a 12 000 manières. Et l'idée, en fait, c'est de donner. C'est de donner avant de recevoir. Ça, c'est peut-être le truc le plus important. Ça, c'est la première chose. Okay. La deuxième chose, après, c'est que les gens ne savent pas ce qu'ils peuvent faire pour vous, et c'est pas à eux de le trouver, c'est à vous de leur demander. Donc, moi, par exemple, des fois, il y a des gens, voilà, les gens, ils m'ajoutent sur LinkedIn, sans message d'introduction, sans contexte, je sais pas d'où ils sortent. Donc, moi, je veux bien être dans leur réseau s'ils veulent, souvent je refuse, mais même je les ajoute, mais ça n'a pas vraiment beaucoup de valeur. Donc déjà, quand vous ajoutez quelqu'un sur un réseau social, prenez le temps quand même de lui dire « Salut, on s'est vu là, tu te rappelles ?» voilà. Et puis derrière ça, si vous sollicitez ultérieurement cette personne, lui demandez pas de but en blanc des trucs comme « Salut, t'as du boulot »,« Salut, est-ce que tu connais du monde ?»« Salut, je suis paumé, qu'est-ce que je dois faire ?» Parce que la personne, elle va dire « Mais ça, c'est pas mon boulot. » Par contre, vous la contactez en disant « Salut, moi, je sais qui je suis et ce que je veux accomplir. J'ai vu que tu connaissais quelqu'un ou j'ai vu que tu avais travaillé dans un secteur. J'aimerais bénéficier de ton regard ou j'aimerais que tu me mettes en relation avec cette personne. Est-ce que tu aurais la gentillesse de copier-coller ce message d'introduction ?» Bon, type, tout ce qu'il a à faire, c'est copier-coller 5 lignes. Voilà, faire un truc, vous mettez tous les deux, dire « Salut, j'ai pensé que ce serait une bonne idée de vous mettre en relation. » Il clique sur « OK, il a fini. » Lui, si ça lui a pris moins d'une minute, la plupart des gens, ils sont tout à fait disposés. Mais il faut avoir fait vos devoirs. Il ne faut pas arriver non préparé. Préparez bien, comprenez ce que vous attendez de cette personne, prenez contact avec elle, demandez-lui ingénument ce dont vous avez besoin. 90% du temps, les gens seront ravis de vous l'accorder. Mais c'est pas à eux de trouver à votre place. Moi, s'il y a bien une chose qui m'a intriguée lorsque j'ai rencontré Rémi, c'est sa façon d'être généreux avec la jeunesse. Non, mais vraiment, la façon dont il donne. En fait, ça se voit que ça te tient à cœur de transmettre. Et c'est rare, d'une part, parce que ça se voit que c'est fait sans intérêt et que c'est fait vraiment avec énormément de bienveillance. Donc, d'où est-ce que ça te vient? Pourquoi tu es si généreux, Rémi? C'est très gentil. Déjà, merci beaucoup. Je suis très touché par ton compliment. Et alors, il y a plusieurs raisons, mais très honnêtement, effectivement, je pense qu'intrinsèquement, moi, j'aime passer de la connaissance et j'aime inspirer les générations d'après, sinon j'enseignerais pas, hein, parce que c'est clairement pas là qu'il y a le meilleur ratio temps passé versus valeur économique. On va pas se mentir, mais la récompense, elle est tout autre, et elle est beaucoup plus profonde que ça. Et fondamentalement, force est de l'admettre, hein, personne s'est fait tout seul, et moi-même, d'ailleurs c'est très drôle que je registre avec vous aujourd'hui, parce que là je sors d'un déjeuner avec une femme qui a été une mentor extraordinaire pour moi, qui s'appelle Sylvie Domal. L'histoire avec Sylvie, elle est très belle. Alors, moi, je sors de chez Microsoft. Je suis formé en business. J'ai aucune compétence en design. Je fais une formation accélérée dans une école de design industriel. Dans cette formation, je vais rencontrer plusieurs personnes, dont Pauline Thomas, qui est un coworking space dans lequel je vais aller travailler après et dans lequel tous les indépendants vont me mettre sur leur mission et me ramener tous mes premiers clients. Et Sylvie Domal, qui va venir intervenir une fois quelques heures. Et moi, elle me parle de son boulot, je trouve ça fascinant. Je vais la voir, je lui dis, écoute, t'as besoin d'un café, viens, on va prendre un café. Et je lui dis, écoute, c'est génial ton boulot, c'est prodigieux parce que ce que tu fais, c'est exactement ce que je veux faire, mais je savais même pas que ça existait, je savais même pas que ça avait un nom et c'est toi qui le fais. Comment je peux faire pour me rapprocher de ce métier? Elle me regarde, elle dit, tu viens en stage. Et je dis, mais moi, je suis pas designer comme eux, je suis pas formé et tout. Elle fait, on s'en fout, t'as l'esprit, les outils, on apprendra sur la route. Clac, 2 minutes après, j'étais dans son agence, j'ai fait 1 an avec elle.
j'ai été formé comme jamais, et cette femme, elle m'a rien demandé en échange. Mmh. En fait, elle m'a ouvert la porte parce que je lui ai dit, tiens, on va prendre un café. Et elle me l'a fait avec une générosité désarmante. Et elle m'a mis le pied à l'étrier. Et une énorme partie de la carrière d'indépendant que j'ai aujourd'hui, c'est parce que c'est ces rencontres comme ça, opportunes, au bon moment, où des gens vous donnent votre chance. Et le plus dur, c'est rentrer. Une fois que vous êtes rentré, après, si vous vous démerdez bien, vous restez. Et personne s'est fait tout seul. Tous les gens qui vous disent je me suis fait tout seul, ils n'ont pas compris comment ça fonctionne. Mmh. À un moment donné, en fait, les gens vous ouvrent des portes, les gens vous font confiance, etc. Et donc c'est quasiment pour moi un devoir de le rendre, parce que moi j'aurais jamais eu tout ça si d'autres personnes n'avaient pas fait pour moi. Ok, c'est très beau comme message et ça me fait penser à un peu, on va dire, une critique qu'on a en France, d'où le fait que on est très stigmatisé et collé à l'école qu'on a faite, notamment. Oui, beaucoup plus qu'ailleurs. Et donc, est-ce que tu penses que c'est un peu plus difficile en France de se détacher de son diplôme que ailleurs, par exemple aux États-Unis, où on va arriver et si on a telle ou telle compétence, on ne va pas forcément regarder le diplôme derrière qu'on a fait? Alors, je me garderais bien d'opérer une distinction entre l'insertion professionnelle aux États-Unis versus l'Europe, parce que j'en sais la même chose que vous, à savoir des généralités, mais j'ai pas d'études approfondies sur le sujet, donc je saurais pas vous dire. Par contre, quelque chose que... Alors, il est vrai qu'en France, on a des cursus, que c'est vraiment des voies sur lesquelles il est difficile de sortir, et que, particulièrement dans certaines professions, l'école que vous avez fait, la nature de la formation, peut vous fermer ou vous ouvrir des portes. Ça, c'est tout à fait exact. Maintenant, là où je compense, voilà, c'est que, alors, c'est pas vrai pour tout, hein, bien sûr. Mon petit frère, il est médecin. Bon, soit t'as fait médecine, soit t'as pas fait médecine. Ils te pointent pas les clés comme ça en disant, tiens, t'as l'air sympa, là. Heureusement. Et c'est heureux. Donc, il y a certaines professions, faut avoir le diplôme, faut avoir l'assertif, sinon tu rentres pas. Architecte non plus, tout ça. Mais l'écrasante majorité des professions, en réalité, elles sont exercées aujourd'hui par des gens qui n'ont pas fait les bonnes études pour les faire. Pour deux raisons. Un, ils savaient pas qu'ils allaient faire ça. Deux, le boulot n'existait pas quand ils ont fait des études. Et ils faisaient des études, ça n'existait pas encore, donc ils ont bien dû réapprendre. Et moi, dans tous les secteurs, je rencontre plein de gens. C'est quel... Attends, j'avais cité un rappeur, mais je sais plus lequel. Je crois que c'est 50 Cent, mais je suis pas sûr. C'est peut-être Snoop Dogg. Bon. Dans le crew d'un rappeur, il y a un gars. Bon, on va prendre Orelsan, parce qu'Orelsan, ça je connais bien. On va prendre Orelsan. Okay. Orelsan, il y a Ablaye. Donc il y a Scred à l'instru, d'accord. Il y a Gringe qui chante un peu et tout, puis il y a Ablaye. Ablaye, il fait tout le reste, d'accord. Là, il n'a pas de formation. Donc, en fait, on dit, mais comment tu t'es retrouvé à manager? Il dit, je traînais avec eux. Je traînais avec eux et tout. Puis à un moment, ils ont dit, tiens, faire la bouffe, j'ai fait la bouffe et tout. Tu sais, ils ont dit, il nous faut quelqu'un pour booker les hôtels, j'ai booké les hôtels et tout. Puis à bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'étais devenu producteur / manager, mais personne n'avait prévenu, quoi. Tu vois, c'est juste arrivé graduellement, tu vois. Okay. Et c'est assez stupéfiant parce qu'en réalité, si vous traînez dans des cercles, si vous allez dans les conventions du secteur, si vous connaissez des gens qui travaillent là, même si vous n'avez pas le diplôme, même si vous n'avez pas l'expérience, au bout d'un moment, si vous rencontrez les gens émotionnellement, s'ils peuvent tisser un lien relationnel avec vous et si vous leur montrez que vous êtes quelqu'un digne de confiance, vous seriez surpris du nombre de portes qui s'ouvrent, alors qu'a priori, vous n'avez pas les bons assets. On va vous dire, oui, de toute façon. Mais c'est fou, hein, parce que c'est moins vrai aujourd'hui, parce que c'est vraiment devenu très, très compétitif. Mais par exemple, les doubleurs voix, ils te racontent qu'avant, quand tu voulais devenir toi-même doubleur voix, les gens, ils allaient squatter les studios d'enregistrement le matin en attendant que ça ouvre. Et puis, il y avait Richard Darbois ou quoi qui passait, qui voyait le même mec ou la même fille 5 jours d'affilée, puis il disait, tiens, rentre et tout, on va te faire un gars qui passe dans la rue, quoi, tu vois, puis il commençait comme ça, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de secteurs dans lesquels, finalement, si tu prends le temps et si tu montres aux gens que tu es motivé, si tu tisses des relations avec eux et si tu es patient, tu peux rentrer alors qu'a priori, tu n'avais pas les sésames pour. Beaucoup plus qu'on ne le présume. Pour rebondir sur ce que tu dis, j'aimerais savoir, pour toi, quel est le plus important entre les soft skills et les hard skills dans le milieu de l'entrepreneuriat? C'est une bonne question. L'entrepreneuriat, c'est un art, c'est pas une science. Donc de toute façon, toute vérité énoncée sur le sujet trouvera son contre-exemple. Les gens, ils vous disent faut être une équipe polyvalente. Il y a des gens, ils réussissent tout seuls. Les gens, ils vous disent faut être un génie de tel truc. Et les gens, ils réussissent sans savoir coder. Enfin, il n'y a pas de réalité absolue. Néanmoins, je pense que s'il y a un constat que je fais, c'est que fondamentalement, une bonne entrepreneur ou un bon entrepreneur, c'est avant tout quelqu'un qui sait rien faire, qui sait très bien s'entourer de gens qui savent mieux faire que lui ou elle, qui arrive très bien à vite déléguer ces tâches-là à d'autres personnes et qui est pas contrôle fric ou jusqu'au boutiste en disant je vais faire moi-même. Et donc en fait, ce qui est extraordinaire quand tu dois gérer une organisation comme une entreprise, c'est que tu dois savoir un peu de tout, donc tu dois savoir très mal faire tout,
afin d'être capable de dialoguer avec des gens que tu as mis là pour le faire mieux que toi. Et par contre, là où tu dois exceller, c'est dans le relationnel humain. Parce que, alors qu'on est tous en train de créer un truc, d'avancer avec une vision incertaine, où il faut tout remettre en question toutes les 2 minutes, avec des gens qui se connaissent pas bien, qui communiquent pas bien, toi, ton boulot, c'est faire que ça tient ensemble. Parce qu'en fait, une entreprise, c'est un système de personnes qui tiennent ensemble et dont chacun arrive à avoir des fonctions et des rôles complémentaires. Donc, fondamentalement, t'as pas besoin de hard skills absolus pour entreprendre. Ça a même été jamais aussi vrai qu'aujourd'hui, dans la mesure où des barrières qui étaient la technologie ou le code aujourd'hui, elles ne font que se diminuer de plus en plus. Par contre, si t'as pas des bonnes aptitudes relationnelles et sociales en entrepreneuriat, tant pour ton équipe que pour la vente et générer de la confiance à l'extérieur, là, ça va être compliqué. Parce qu'au début, ton projet, à part toi, personne n'y croit. Donc toi, tu vas le porter et inlassablement, tu vas prêcher, quoi. Donc t'as intérêt à aimer ça. Si t'aimes pas les gens, ça va être dur. Très bien. Et est-ce que tu aurais des conseils pour les personnes qui nous regardent, qui seraient de tendance timide, les petits tips que tu aurais à leur apporter pour améliorer leurs compétences relationnelles? C'est une bonne. Tu peux tout à fait réussir à emmener des gens. En fait, les entrepreneurs dont on parle le plus, c'est celles et ceux dont on confond la personnalité avec la boîte. Mais c'est une manière comme une autre de faire la promotion de son entreprise. Il y a longtemps, je rencontrais Laurent Ritter, Vaudou, énorme succès français. Donc Laurent, lui, se concentre sur son entreprise. Il dit, moi, j'ai quelqu'un au public relation pour moi, j'ai le droit de faire une sortie par an. Moi, je fais un plateau télé par an, une interview détaillée par an, le reste du temps, je bosse. Parce que moi, voilà, je vais pas parler, c'est pas mon truc. C'est pas son truc. Il a pas besoin. Le succès entrepreneurial parle pour lui. Par contre, à minima, alors, si vous êtes, alors, faut voir ce qu'on appelle timide. Si vraiment l'humain, c'est pas votre fort, si motiver les gens, si comprendre finement les gens, si arriver à organiser les gens et les mettre en mouvement, c'est difficile pour vous, trouvez quelqu'un qui sait très bien le faire et vous compensez en étant quelqu'un qui est extraordinairement doué dans l'architecture du truc et déléguer à quelqu'un la nécessité de passer les messages et d'emmener les gens avec vous, idéalement à un autre cofondateur. Mais par contre, au début, vraiment au début, je pense que aucun entrepreneur ne peut faire l'impasse sur la vente. Pour la plupart des produits qui nécessitent en plus une approche. Alors, si vous faites un product-led growth, c'est encore autre chose. Donc, un produit qui a velléité à, entre guillemets, se vendre tout seul. Mais il faudra quand même faire de la pub et du marketing. Et il faudra quand même comprendre les besoins du client. Donc, vous avez le droit d'être timide, vous avez le droit de ne pas être expansif, vous avez le droit de ne pas aimer faire des concurrences, des conférences, vous avez le droit de ne pas aimer parler en public. Il n'y a aucun problème. Il y a toujours des substitutifs à ça. Par contre, vous n'avez pas le droit d'être obsédé par votre produit et d'oublier les gens. Parce que vous ne faites pas un produit. Vous faites un système qui crée de la valeur. Le système, c'est vous qui le faites tenir. La valeur, c'est les gens qui décident que ce que vous faites a de la valeur. Donc, si vous ne comprenez pas les gens, ça va être extraordinairement difficile. Ouais. Tomber amoureux du problème et non de la solution. Toujours. Et donc vraiment, pour rebondir sur ça, je remarque chez toi que tu as une certaine manière de t'exprimer et tu parles bien. Et je ne sais pas si tu partages un peu mon constat, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on nous stigmatise un peu sur le fait que notre génération manque un peu de vocabulaire ou d'art oratoire. Et quel conseil tu auras à nous donner pour mieux parler, savoir s'exprimer ou avoir certains codes dans certaines conférences, par exemple, où on va essayer de créer un peu de réseau? Alors, lisez. Lisez, mais un maximum. Lisez tout. Lisez beaucoup. Ensuite, alors ça, c'est juste pour s'approprier du vocabulaire, pour comprendre. C'est exposez-vous à des personnes qui théorisent des trucs. Lisez des ouvrages de management, lisez de la fiction, lisez des classiques, on s'en fout. Lisez, mais lisez, c'est-à-dire que appropriez-vous du vocabulaire, vraiment à travers la lecture, parce que ça, c'est vraiment c'est une source d'apprentissage prodigieuse. Quand vous le faites avec un objectif en tête, 2 choses. Lisez des bouquins sur l'art oratoire, le théâtre, le fait de faire des présentations, parce que vous allez trouver tout un ensemble de techniques qui vont vous aider à apprendre à mieux structurer vos propos, ranger ce que vous dites de façon à ce que ça soit plus compréhensible pour les gens, parce que ça s'apprend, c'est des techniques, c'est très connu. Donc ça, déjà, ça va vous aider, vous équiper méthodologiquement. Et enfin, pour ce qui relève des codes et de la compréhension du milieu que vous fréquentez, si, on va reprendre l'exemple de l'entrepreneuriat, si vous destinez un produit ou un service à une audience particulière, à une segmentation de clients particulière,
euh, lisez ce que ces gens lisent. Lisez leur presse professionnelle, lisez leur actualité. En fait, instruisez-vous et formez-vous comme si vous étiez vous-même un acteur de cette chaîne de valeur. Si tu vends un produit phytosanitaire à des agriculteurs, lis les trucs que les agriculteurs lisent pour gérer leur exploitation, pour savoir le temps qu'il fait, pour connaître l'actualité. Parce que comme ça, quand tu vas te retrouver dans une conférence avec plein d'agriculteurs, tu ne seras pas un entrepreneur qui est venu parler des agriculteurs. Tu seras quelqu'un qui est tout à fait capable de parler à l'agriculteur de ce qui vraisemblablement occupe son esprit parce que tu lis aux mêmes sources. Et en fait, c'est ça, surtout le truc, c'est comprenez la vision du monde de vos clients. Comprenez comment ils voient le monde, les problématiques qu'ils ont, les questionnements qui se posent, les problèmes auxquels ils sont confrontés. Ayez en fait cette même exigence vis-à-vis de vous. Vous ne pouvez pas arriver et être naïf vis-à-vis d'eux. Il faut que vous leur montriez que vous portez un intérêt sincère à ce qui les préoccupe. Et ça, en fait, ça va énormément jouer en votre faveur parce qu'ils d'un seul coup vont se dire, voilà, quelqu'un qui ne fantasme pas. Par exemple, j'ai reparlé de mon petit frère. Il y a tous les ans, on a dans le Launchpad des gens qui veulent faire une plateforme pour trouver des médecins, parce qu'on manque de médecins structurellement parlant. Donc moi, mon petit frère, tous les 6 mois, il y a des entrepreneurs qui l'appellent pour l'interviewer, pour lui poser des questions sur les remplacements. Et en fait, lui, à chaque fois, il a arrêté de répondre, parce qu'il dit à chaque fois, c'est des gens qui connaissent pas mon métier, qui connaissent pas mon secteur, qui connaissent pas les vrais problèmes, qui ont eu l'idée de, on va faire un job board, parce que c'est toujours la même idée, et ils viennent me voir en disant, tu n'achèterais pas le job board. Et lui, il dit, non, moi, je réponds à des gens qui me montrent qu'ils ont compris les préoccupations d'un médecin aujourd'hui. Et là, ça m'intéresse parce que je me dis, ces gens-là, ils sont peut-être foutus d'inventer un truc qui va vraiment m'être utile. Donc, bien sûr, vous êtes jeune et quand on entreprend à votre âge, on a encore très peu de vécu professionnel. Donc, faites-vous expliquer les choses, c'est très bien. Mais quand vous allez en vente ou quand vous allez au contact, arrivez en ayant fait vos devoirs. Et c'est exactement les mêmes conseils qu'on vous donne dans les entretiens d'embauche. T'as des gens, ils viennent dans un entretien d'embauche. Moi, je recrute pas. Hein, mais voilà, pourquoi tu veux être embauché? Ou alors, voilà. Et qu'est-ce que nous on vend ici? Et le gars dit, je sais pas. Il n'a même pas lu le site, quoi. Enfin, comment vous voulez recruter quelqu'un qui a même pas lu le site web de votre boîte? Enfin, vous voyez le truc. Il faut que vous soyez curieux, il faut que vous arriviez préparé. Plus vous arrivez préparé, plus ça va être facile. Exactement. C'est toujours du coup dans la logique de donner pour recevoir. Oui, puis être intéressé sincèrement en fait par les choses, quoi. Ok, oui. Ou sinon juste pas se lancer ou voir autre chose, quoi. Oui, parce que, mais tu sais que blague à part, parce qu'il y a des gens, ils se lancent sur des marchés porteurs pour lesquels ils avaient a priori aucun intérêt personnel. Et alors là, faut aimer apprendre. Alors parce que ça, les meilleures boîtes, alors non, c'est pas les meilleures boîtes, mais des boîtes que j'aime beaucoup, c'est des gens qui lancent des trucs sur les secteurs non sexy. Donc tu seras jamais relayé sur LinkedIn, tu n'auras jamais la cover de n'importe quoi, ça va rêver de personne. Ça, c'est des marchés compliqués sur lesquels justement il y a peu de concurrence, sur lesquels c'est dur de comprendre les choses parce que ça fait pas rêver, tu vois. Je sais pas moi, les ordures, le recyclage, enfin, des trucs, voilà. Mais par contre, tu vois, ce qui est complexe, c'est que oui, là, tu as intérêt à te dire dans les 7 à 10 prochaines années, il faut que je devienne un expert de ce truc-là alors que j'y connais rien aujourd'hui, quoi. Donc, tu as intérêt à être curieux et à aimer apprendre, quoi. Sinon, tu vas vite avoir un problème. Moi, j'aimerais savoir si, à l'heure actuelle, on imagine que tu as la vingtaine, que tu as un bagage juridique et que tu n'as pas d'expérience dans l'entrepreneuriat D'accord. et que tu souhaites entreprendre, Oui. qu'est-ce que tu ferais? Alors, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je garde? J'ai de nouveau 20 ans. Et alors, est-ce que je garde mon expérience de 40 ans ou pas? Non, du tout. Ok, donc j'ai 20 ans. T'es à notre place. Oula, et je vais entreprendre. En 2025. Ah, c'est chaud. Ok, donc personne ne me connaît, j'ai pas le réseau, j'ai pas relation, j'ai rien du tout. Hein. D'accord. Bon, on va faire comme si je connaissais les fondamentaux méthodologiques que j'enseigne. Parce que si je les connais pas, je vais faire que des bêtises. Bon, ok. Alors, bon, on va être très pragmatique. Vous n'avez pas besoin nécessairement de beaucoup de choses pour commencer un projet entrepreneurial, mais je pense que le plus important, c'est que vous soyez surtout au clair avec vous-même au départ. Il y a plein de gens qui veulent entreprendre, ils savent pas pourquoi. Ou alors quand tu leur demandes pourquoi, ils te donnent une raison et c'est pas la bonne raison. Par exemple, il y en a, ils disent je veux devenir riche. Tu dis c'est pas un moyen de devenir riche. Entreprendre, il y a des moyens. Un ami qui a fait finance de marché, il connaît, voilà, lui, il pourra t'expliquer des trucs, tu vois, et lui, ça va beaucoup plus vite. Il y a des moyens beaucoup moins risqués et beaucoup plus sereins de gagner beaucoup de capital financier, si tu veux. Donc, après, il y a des gens qui disent, moi, je vais être entrepreneur parce que je vais être libre. C'est pas un moyen d'être libre non plus. Non. Après, t'as 3 problèmes. T'as tes actionnaires, t'as tes salariés, t'as tes clients. Donc, t'es pas libre du tout. T'es libre de faire ce dont tout le monde a besoin pour que le truc tourne. Donc, c'est pas non plus. Quand tu montes une entreprise, en fait,
la question qu'on devrait tous se poser, mais peu de gens se la posent, c'est quand est-ce que je vais m'en séparer? La première question qu'il faudrait se poser, c'est je monte une boîte et comment je vais sortir de cette histoire? Est-ce que je monte une boîte parce que dans 5 ans, je la revends à quelqu'un d'autre? Et moi, est-ce que je vends une boîte parce que je monte une boîte parce que j'aimerais la léguer à mes enfants? J'aimerais que ça continue derrière moi. Est-ce que je monte une boîte et un jour, je la revendrai et puis je prendrai ma retraite, j'arrête? Est-ce que, voilà, ça, faut le savoir. Enfin, c'est bête, mais c'est la question que personne ne se pose. Et la deuxième question, et ça, alors ça, la première question, elle est difficile à se poser, particulièrement quand on est jeune. C'est normal, parce qu'on ne sait pas encore. Et puis, on change. Avec la vie, on change. Il y a un moment dans la vie, on veut des enfants. Il y a un moment dans la vie, on veut plus de temps pour soi. Il y a un moment dans la vie, on veut plus prendre soin de ses parents. Tout ça, ça change aussi. Donc, tu peux mettre une énergie et une motivation à 20 ans que tu peux plus mettre de la même façon à 30 ans et plus de la même à 40. C'est normal. Et l'autre truc, donc la première question, c'est quand est-ce que moi, je vais sortir de cette aventure? La deuxième question, c'est en créant une boîte, qui je vais sortir? Donc ça, c'est une autre question. C'est... Tiens, regarde. Voilà. Tout le monde le voit bien. OK. Les gens, ils ont un foie, un estomac, un pouvoir d'achat, et ils sont un certain nombre. Donc, quand tu vas en boîte le soir, et que tu bois des coups dans la boîte, tu peux boire une vodka, tu peux boire du coca, tu peux boire un jus de fruits, tu peux boire un Perrier, tu peux boire un Red Bull. Tu vas pas en boire un de chaque. Ça serait chouette, mais ton foie supporterait pas. Donc, tu vas, et ton porte-monnaie non plus. Donc, tu vas allouer des ressources et des capacités limitées par rapport à un ensemble d'options possibles. Donc, à chaque fois que tu bois un Red Bull, tu bois pas un autre truc. Donc, Red Bull prend des parts de marché à tous les autres trucs que tu aurais pu acheter à la place. Monter une entreprise se fait toujours dans la douleur parce que on va voler des clients, on va voler de l'argent à des solutions existantes. Donc, on va s'insérer dans une économie actuelle, un écosystème, et donc on va proposer à des gens des substitutifs, des alternatives pour leur dire arrêtez d'acheter ce que vous achetez aujourd'hui, j'ai un truc, il est mieux. Et quand tu raisonnes comme ça, la grande force, c'est que tu ne sais même pas encore ce que tu vas créer. C'est pas ah je vais faire de l'IA, je vais faire une app, je vais faire un truc qui verront. Non non non, c'est est-ce qu'aujourd'hui il y a des gens, est-ce qu'il y a une économie, est-ce qu'il y a des gens qui essayent de résoudre un problème en achetant des trucs et du coup est-ce que ces gens-là, je serais capable d'aller les voir, est-ce qu'ils sont accessibles, est-ce qu'ils m'écouteront et est-ce que je peux imaginer produire quelque chose qui aurait une valeur tellement singulière pour eux qu'ils diront tiens ouais je vais changer d'habitude de consommation parce que fondamentalement l'innovation à mon sens ce n'est que du changement d'habitude. Et donc en fait entreprendre et donc c'est pour ça que les meilleurs entrepreneurs, souvent on dit, ce sont des gens, ils cherchent pas des clients pour leurs produits, ils cherchent des produits pour leurs clients. Donc en fait, si tu veux vraiment entreprendre avec un paquet d'allumettes, tu vas sur LinkedIn, tu exportes toutes tes connexions dans un fichier Excel, voilà, tu remontes, tu classes les gens entre des gens qui ont des grosses dépenses par rapport à des résolutions de problèmes et une grosse proximité relationnelle, tu les appelles et tu leur proposes rien, tu dis qu'est-ce que je peux faire pour toi? De quoi tu as besoin, c'est quoi le truc qui t'emmerde, c'est quoi les trucs que tu achètes et tu es systématiquement déçu, c'est quoi les plus grosses dépenses, c'est quoi les trucs sur lesquels tu aimerais gagner du temps, de l'efficacité, du coup, c'est eux qui vont te dire ce qu'il faut faire. Donc du coup, concrètement, qu'est-ce que tu ferais à 20 ans en tant que juriste? Alors, si je veux monter une entreprise, Exactement. alors, j'ai plusieurs possibilités. Donc, Excuse-moi, je te coupe. Vas-y. Par exemple, si tu veux monter une entreprise, en fonction de l'écosystème actuel, c'est-à-dire dans le cadre de l'IA. Oui, alors ça, c'est encore autre chose. Moi, je me concentrerai pas sur les solutions. Les solutions, elles interviendront dans un second temps. Bon, ok. Imaginons, j'ai fait des brillantes études de juriste dans une université prestigieuse comme la vôtre. J'ai un master de juriste, j'ai un master de droit en poche. Bon, ça, c'est une compétence que je peux faire reconnaître. Donc, j'ai une connaissance du droit. J'ai aussi fait des stages, j'ai aussi des collègues, voilà, j'ai des amis que j'ai rencontrés à la fac, ils sont insérés professionnellement un peu partout. Bon, imaginons que je veuille créer une activité type un service pour les entreprises ou un logiciel, d'accord? On va sortir direct, je fais pas des chaises, des bureaux, des machins sur les produits, d'accord? Donc, je vais faire du service aux entreprises ou je vais coder un truc, d'accord? Bon, vraisemblablement, de là d'où je viens et par rapport à mon vécu, ça va être beaucoup plus facile d'acquérir la confiance des avocats libéraux, des départements juridiques des entreprises, de toutes les personnes avec lesquelles je partage une expertise sectorielle, parce qu'à minima, on va se comprendre. Ils vont discuter, et ils vont dire, tiens, enfin quelqu'un qui est capable d'inventer un truc, puis il comprend quand je parle. Parce qu'en plus, les juristes, pour comprendre quand ils causent, c'est comme des toubibs. Bonne chance. Il faut avoir le vocabulaire. Mais c'est bien, c'est une barrière à l'entrée. Donc, du coup, moi, ce que je ferais, très naïvement, j'appellerais tous les anciens, alors, je capitaliserai sur les alumni de ma formation. Parce que c'est bête, mais c'est des gens avec lesquels vous êtes connectés alors qu'ils vous ont jamais rencontré, mais
ils ont une présomption de sympathie pour vous parce que vous êtes eux, mais plus tard. Vous avez fait les mêmes études, donc vous allez vous rencontrer, vous allez dire, ah ouais, il y a toujours ce prof, là, t'es chiant, hein, ouais, t'es chiant. Ouais, donc d'un seul coup, pouf, un peu de connivence, quoi. Et puis, l'autre truc sympa, c'est que eux, ils ont 10, 20 ans d'avance dans la vie par rapport à vous, donc ils ont probablement monté un cabinet, ils ont probablement monté des boîtes, donc ils sont aussi dans une position de responsabilité, de capacité de dépense et de recul plus large. Et donc moi, la première chose que je ferais, c'est que je déterminerais qui je veux aider, par exemple les avocats, les petits cabinets d'avocats, entre partenaires, je sais pas, entre 5 et 15, tu vois, par exemple, je me dis dans cet écosystème-là, qu'est-ce qu'il faut faire? D'ailleurs, souvent, c'est comme ça que ça vient, tu les fréquentes et en fait, l'idée arrive parce que tu les connais. Et j'appellerai juste ces gens-là en disant, bonjour, c'est quoi vos principales dépenses, vous, en tant que gérant de société, dans la gestion quotidienne d'un cabinet d'avocats? Et qu'est-ce qui vous emmerde? Est-ce que c'est recruter, vous recrutez pas assez vite? Est-ce que c'est tenir à jour les papelaires administratifs? Est-ce que c'est la gestion comptable? Est-ce que c'est nettoyer les locaux? Est-ce que c'est vous trouvez pas des nouveaux locaux à louer parce que vous grandissez trop vite? Et j'en ferai plein pour voir si spontanément, quand ils évoquent les problèmes et les dépenses contextuelles, ils voient un truc de fou. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est le quali. Niveau quanti, et ça, c'est encore mieux quand on est juriste. Est-ce que par hasard, parce que ça commence souvent comme ça, ces histoires-là, l'Europe, elle aurait pas voté une directive? Est-ce qu'il y aurait pas une transcription du droit dans un décret? Et que donc, du coup, dans 2 ans, tous les cabinets d'avocats vont devoir insérer ici un truc réglementaire chiant? Parce que ça aussi, c'est une opportunité de marché, parce que d'un seul coup, tous les responsables de cabinets d'avocats, par exemple, au hasard, ils vont devoir mettre en conformité RGPD toutes leurs données d'un coup. Donc, à un moment donné, pour les gens qui faisaient du conseil en RGPD, il y a eu un marché. Pas que tous les avocats sont devenus d'un seul coup vachement consciencieux en termes de droit des données. C'est juste que d'un seul coup, tu prends 3% d'amende sur le chiffre d'affaires, tout le monde veut s'y mettre, quoi. Donc, c'est fou, hein. Donc, tu cherches dans l'évolution du périmètre réglementaire. Donc, ça, c'est Pestel, peut-être, on vous a un peu appris. Oui. Voilà. Donc, tu vas chercher un peu les différents facteurs qui font que ça va bouger. Et puis, tu vas chercher en qualitatif auprès des décisionnaires qui dépensent les budgets. Qu'est-ce qu'ils essayent de résoudre actuellement et en quoi est-ce que les solutions actuelles, c'est chiant parce que ils utilisent un ERP, un SAP, mais c'est pas bien foutu pour les avocats parce que nous, tu comprends, on a spécifiquement besoin d'eux. Il y a peut-être moyen de construire un backbone sur SAP, peut-être moyen d'aller. Donc en fait, c'est ça. Tu vas chercher. Pourquoi? Parce que la valeur, c'est eux qui décident. Et il n'y a pas plus désireux de te donner une chance que quelqu'un qui est très activement engagé dans je dépense déjà de l'argent dans une solution et je suis pas content, je suis pas heureux. Si seulement quelqu'un sortait un truc, je lui donnerais sa chance. Parce que pourquoi pas? Parce que j'ai un caillou dans ma chaussure et ça m'emmerde. Alors que s'il sent rien, je dis oh, je m'en fous, ça marche très bien. Ça va être très dur de lui vendre quelque chose. Donc moi, je commencerai opportunément par le réseau duquel vous faites partie sans en avoir nécessairement confiance. Ok, d'accord, c'est très pertinent et surtout que ça fait écho à un des projets qu'on a eu dans le master, où une équipe s'était lancée sur une legal tech qui était censée mettre en relation un peu des avocats et des participants, enfin des demandeurs, des clients. Et en fait, il s'est avéré qu'ils se sont mangés un mur. Et donc c'est vrai que si demain l'un d'entre vous dans le futur lance une legal tech, il faudrait peut-être faire ce travail et tout de recherche avant, dans un premier temps de problèmes et ensuite de points d'inflexion comme une réglementation. Avec par exemple l'arrivée de l'IA, je pense qu'il y a des trucs qui vont bouger et qui vont changer. Après, si vous voulez, le problème de l'IA, je ne dis pas c'est un miroir aux alouettes, mais là où il faut faire attention, c'est que en ce moment notamment, parce que moi je vois plein de trucs, on me rapporte plein de trucs moi qui me glacent le sang. Je prévois un gros, pas un backlash, mais un gros recul, parce que pour l'instant, dans les entreprises, ChatGPT, ça y est, il commence à être mis sur les blacklists parce que les salariés, en fait, ils disent « Oh, j'ai de la compilation de données à faire dans Excel, c'est la merde et tout. Tiens, je vais dire à ChatGPT, tiens, voilà un Excel, mets-moi de l'ordre. » Puis après, ils arrivent tout fièrement avec le rapport. Puis le patron, il dit « Comment t'as fait pour aller aussi vite ?» Puis ils disent « J'ai demandé à ChatGPT. » Donc, t'as copié tout le CRM dans ChatGPT, là, t'es peinard et tout. Enfin, oui, pourquoi? Il est où le problème? Tu fais, ouh là là, ils n'ont pas compris. Donc, et donc, c'est un vrai souci, hein. C'est une vraie brèche de sécurité pour la confidentialité des données d'entreprise. Et aujourd'hui, le fait que les utilisateurs ils puissent contourner les politiques de l'administration et faire des trucs. Donc, l'IA, c'est encore très naissant. Et tant qu'on n'aura pas sécurisé la question du droit des données, la question de la confidentialité, la question de la responsabilité juridique et légale et assurantielle en cas de problème, parce que ça aussi, c'est un gros truc. Ouais, fais un agent, il va faire des trucs. Parce que ça commence à arriver aussi. Non, mais... C'est de la faute de qui? Oui, parce que d'un seul coup, quand tu vas au procès, c'est facile, hein, c'est de la faute de la personne qui a acheté l'agent pour la mettre sur son site. L'agent, c'est un robot, il est responsable de rien. Hein. Donc là, d'un seul coup, tu dis, ah ouais, mais il a vendu 200 000 balles, un truc qui se vendait 20 millions. Tant pis, c'est un contrat commercial, il fallait pas laisser un agent le faire, hein, c'est ta responsabilité. Donc là, quand même, les gens, ils font, ouais, ils ont bien raison. Donc voilà, l'IA, c'est là, mais les entreprises mettent du temps.
ça met beaucoup de temps. Tout met du temps, et plus tu vends à des grands groupes, plus ça met du temps. Ce qui est normal, parce qu'il faut une certaine maturité et un certain encadrement financier, légal, juridique, etc., process de la solution, pour que ça puisse trouver sa place dans un truc existant. Une entreprise, c'est toujours très coûteux quand tu es une boîte de plusieurs dizaines de milliers de personnes de désinstaller un truc, remplacer un truc. Donc avant de le faire, tu es sûr que le truc est béton. Donc là, il y a plein de boîtes. L'IA, ils y vont timidement. S'ils disent, ça se trouve, dans 2 ans, le phénomène... Parce que sinon, ils seraient tous dans la blockchain, on se rappelle, avec du NFT, dans un métavers, d'accord. Vous vous rappelez de tout ça? Les trucs qui allaient changer le monde, là, il y a 5 ans, vous vous rappelez un peu? Donc oui, finalement, c'est au fond d'un tiroir. Le monde change, mais doucement. Le monde change toujours beaucoup plus doucement qu'on nous annonce qu'il va changer. Et donc, on a l'impression que l'entrepreneuriat ne s'apprend pas à l'école, mais plus sur le terrain. Et étant donné que vous êtes le directeur du Launchpad, qu'est-ce que le Launchpad apporte aux élèves? Et qu'est-ce que le Launchpad d'abord? Ah, ouais, on va commencer par ça. Alors, le Launchpad, c'est un programme qui est unique, qui a vraiment pas beaucoup d'équivalents dans le monde. Nous, on a cherché, on bosse en plus avec Berkeley et tout ça. On n'a pas réussi vraiment à trouver quelque chose qui soit aussi pratique. Parce que c'était vraiment la volonté de Guillaume Le Dieu-de-Ville qui a vraiment imaginé, conçu, lancé ça, porté même à bout de bras au début, parce que c'est comme l'entrepreneuriat. Au début, vous ramenez votre truc et puis alors, on vous donne 3 allumettes, on vous met dans un coin, puis vous vous débrouillez. Puis là, ça fait 9 ans, ça commence à bien rouler, mais il a fallu... Guillaume, il a vraiment sorti ça au forceps, à la force de ses bras, donc bravo à lui. Alors, la spécificité du Launchpad, en réalité, elle est double. HEC, c'est un écosystème. C'est un écosystème dans lequel il y a énormément de personnes influentes et dans lequel ça sert à ouvrir des portes. Ça sert à avoir des accès extraordinairement facilités à beaucoup de personnes qui peuvent apporter beaucoup de ressources et beaucoup de visibilité en termes de finances, en termes d'opérations, en termes de ressources. Enfin, voilà, donc c'est un écosystème. Et donc le Launchpad, c'est vraiment cette idée de se dire l'unfair advantage, la barrière à l'entrée quand on a fait HEC et qu'on veut entreprendre, c'est l'écosystème. Et donc, il faut utiliser l'écosystème à fond. Donc, le Launchpad a été pensé pour ça. Donc, en disant, voilà, comment est-ce qu'on peut structurer une démarche pédagogique, donc une démarche processée, par une méthode, avec étape par étape, avec des validations. Donc, quelque chose qui est vraiment très scolaire pour le coup et qui est vraiment là pour diminuer au maximum les risques évitables, tout en faisant travailler les groupes d'étudiants sur un projet entrepreneurial qui leur est propre et où il y a une majeure partie du temps hebdomadaire qui est dédié au contact, à la prise de contact avec les clients et au fait d'œuvrer et mettre en pratique. Donc, c'est vraiment, on a les mains dedans. Et en plus, en mobilisant tout l'écosystème HEC pour que, à des intervalles réguliers, ils puissent rencontrer des personnes qui vont ensuite, ultérieurement, les aider, si ça se passe bien, à lever des fonds, à avoir des rendez-vous stratégiques, à pénétrer une chaîne de valeur et un secteur. Donc, le triple truc, en fait, c'est une méthode très solide, très baquée pour réduire les risques, une mise en pratique encadrée avec du mentorat, avec du reporting, etc., directement sur le projet, le tout dans un écosystème dans lequel, en plus, nous, on peut, en complément des méthodes et des cours, mettre des gens à disposition pour aider à accélérer les projets. Ça, c'est le Launchpad. C'est 500 projets entrepreneuriaux accompagnés depuis la création. Enfin, c'est 500, non, c'est plus. C'est 800 projets entrepreneuriaux accompagnés, c'est 500 entreprises effectivement créées, et c'est 150 entreprises qui sont encore vivantes aujourd'hui. Donc on va dire un bon taux de survie. Donc ça, on est très heureux. Ça, c'est le Launchpad, et c'est cette spécificité-là et cet accompagnement, qui fait qu'effectivement, on est à l'école, mais on est le plus possible dans la pratique et le plus possible dans la mise en pratique. Donc l'idée, c'est le lundi, tu comprends un truc, le mardi, tu l'appliques à ton cas. Le jeudi, tu rencontres quelqu'un à qui tu soumets ce que tu as mis en pratique le mardi pour que lui te réoriente et t'évite des erreurs que tu aurais fait. Et lundi, et ça recommence. Voilà, c'est ça l'idée. C'est 13 semaines et c'est comme ça tout le temps. Et d'ailleurs, nous, étant donné qu'on fait partie du M2 Lead, j'aimerais plaider pour notre paroisse. Pourquoi est-ce que nous sommes limités à un quota d'une start-up par classe? Non, il n'y a pas de quota. Ah bon? Ah non. On aurait pu en prendre plusieurs de Saclay. Ça s'est pas fait cette année. Mais ça, c'est parce qu'on vous évalue sur les mêmes modalités que la totalité des projets. C'est vrai. Et donc, vous passez devant les mêmes jurys, il y a des notations. Et en plus, si tu veux, parce que justement, nous, on se méfie beaucoup de ça, on fait très attention. Moi, formant certains des étudiants et les préparant pour cette sélection, je n'opère pas dans la sélection. Autre chose, très pratico-pratique, qui sont les plus à même d'évaluer un potentiel d'entreprise, des gens dont c'est le métier d'évaluer du potentiel d'entreprise toute la journée. Donc, grâce à Guillaume, on a des contacts dans une grande disparité de fonds parisiens. Ce sont des VC professionnels qui viennent. Et donc,
Ils vous soumettent aux mêmes critères d'évaluation qu'ils le font pour toutes les startups naissantes en phase pré-seed. Ils ont le dossier, les slides, ils vous écoutent les explicités en un temps limité, ils vous posent des questions, ils notent tout ça. À la fin, ils nous disent eux, on y croit, eux, on n'y croit pas, on n'y croit pas. Donc, on a un tableau. Et nous, après, très basiquement, et sans pouvoir intervenir, on arrive. Et puis, dans la limite du nombre de projets total qu'on peut prendre, il est là le quota, c'est dans le nombre total de projets, moi, je prends ceux qui ont été rankés par d'autres jurys indépendants sur lesquels je n'ai pas la main, comme étant les projets à plus fort potentiel. Ok, mais du coup, d'où la question de Donna. Je pense que un peu le bas blesse de notre master, c'est qu'on n'a pas forcément accès à la même préparation que les autres membres ou partenariats du master. Et donc, du coup, aujourd'hui, vu que on est avec toi, est-ce que tu aurais un conseil à nous donner plus particulièrement sur la préparation de l'entrée dans le Startup Launchpad, bien sûr. Notamment comment on y rentre, quel type de projets sont acceptés et surtout quels sont les éléments distinctifs d'une équipe qui avance et d'une équipe du coup qui recule et qui n'entre pas dans le Launchpad. Alors, c'est une bonne question. Il y a plusieurs points. Alors, on va commencer déjà par la méthodo. Nous, on s'est très librement inspiré d'une méthode qui est très connue aujourd'hui, qui est celle du développement par la clientèle de Steve Blank, qui est tout à fait documentée. Le bouquin date, en plus, a été publié en courant des années 90, donc c'était pas hier. Ça marche très bien. Il y a Running Lean de H. Moria aussi. Il y a d'autres bouquins plus spécifiques. Mais déjà, en fait, il faut comprendre un truc tout bête. Voilà notre a priori à nous. Alors d'abord, on va commencer sur les fondamentaux. Quand les gens viennent nous voir avec un projet d'entreprise, ils sont très forts sur la seconde partie et ils sont très faibles sur la première partie. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est la première partie. Tu vas voir un investisseur professionnel et tu lui dis « je veux monter une société ». Bon, fondamentalement, lui, avant même de savoir ce que tu veux faire, il va te poser un ensemble de questions tout bêtes. Il faut vraiment voir ça, il faudrait faire un petit schéma à l'écran, encore du boulot. Il faut vraiment voir ça comme une pyramide ou comme un escalier. Tu vois. Bon. Tiens, voilà, on va jouer à ça avec vous. Premier truc. Est-ce que c'est une bonne idée de monter une boîte qui répare des machines à écrire ? Du coup, si on en tire des leçons de ce qui a été dit, uniquement s'il y a un problème sur les machines à écrire. Quel est ton avis ? Mon avis aurait été négatif dans le sens où, dans la masse de la population, personne n'est en quête de cet objet. Pire, il est en diminution. Ouais. Donc, structurellement, et ceci qu'on le veuille ou non, jusqu'à ce qu'il y ait un revival de dingue, pour l'instant, chaque année, il y a de moins en moins de machines à écrire en circulation, les gens s'en servent de moins en moins, et les gens en achètent de moins en moins. J'avais lu ça, je pense à ça, c'est un exemple que je dis souvent, parce qu'il y avait la fabrique de machines à écrire en Inde, la dernière fabrique qui a été fermée. Donc, il n'y a plus une seule industrie dans le monde qui fabrique des machines à écrire neuves. C'est fini, il n'y en a plus. C'est rentable pour personne. C'est triste. C'est comme ça. Les calèches aussi, tu sais, si tu remontes, on peut aller très loin comme ça. Donc, voilà. Donc, fondamentalement, indépendamment du projet entrepreneurial, indépendamment du reste, structurellement, il y a des habitudes en désuétude, il y a des habitudes qui montent. D'accord ? Donc, déjà, on est dans un monde, on est dans un cadre dans lequel il se passe des trucs, il se passe des phénomènes. Donc, partie 1, il y a un phénomène. Il y a un problème, il y a un enjeu, il y a une dominante, d'accord ? Il y a quelque chose qui est en train d'arriver et qui justifie le fait que les gens sont concernés par ça. Idéalement même, et ça c'est grande force de juriste, ils n'ont pas nécessairement le choix. D'accord ? Parce que la directive RGPD arrive, parce que DORA arrive, parce que telle fermeture de frontières, parce que tel substitutif d'énergie, telle augmentation du coût du baril. Donc les gens vont devoir se démerder pour. De plus en plus d'entreprises ont besoin d'eux. Ça, c'est une réalité. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Si c'est vrai, il y a des données économiques. Donc déjà, il était une fois un monde dans lequel. Ça, c'est le truc de base. Okay, c'est la couche de base. Ça va ? C'est vrai. Bon. Deuxième truc. Tous les besoins, toutes les tendances sectorielles, toutes les évolutions sociétales n'ont pas vocation à être un marché économique. D'accord ? Il y a des gros besoins et les gens, ils sont en recherche de quelque chose et néanmoins, personne ne vit de ça, personne ne vend des trucs là-dessus. Il y en a plein. D'accord ? Ou alors, à la marge. Donc, c'est pas très rentable. Ça existe. Ou pire, parfois, on en vivait très bien et à cause du progrès technologique, on n'en vit plus du tout. Exemple ? Moi, j'aurais dit l'agriculture.
Alors l'agriculture, il y a une concentration, donc les gros en vivent très bien, les petits en crèvent. Ça, c'est plus un problème d'atomisation de marché. Non, un truc, avant, les gens étaient riches avec un truc, et maintenant, vous, ça vous viendrait même pas à l'idée d'en acheter un. C'est le 5e site le plus visité du monde. Le 5e site le plus visité. Ouais. Alors maintenant, si, tu vas me dire ChatGPT, mais quand tu as besoin de savoir un truc à qui tu demandes. Wikipédia. Voilà. Ah oui. Donc avant, tu vendais ça valait cher. Hein. Chez eux, ils avaient des grosses encyclopédies et tout. Tu margeais très bien. T'as des beaux trucs reliés en cuir et tout, c'est fini. D'accord. Donc, voilà. Est-ce une bonne idée de lancer une boîte qui crée des encyclopédies payantes et les vend en papier aujourd'hui? Je ne pense pas. D'accord. Voilà. Donc, ChatGPT. ouais. Alors, ChatGPT qui va créer d'autres problèmes dans la connaissance, mais ça, c'est un autre souci. Donc, sectoriellement, il se passe des trucs. Enfin, voilà, en termes de tendance. 2, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, qu'on fasse ou non une entreprise, on s'en fout, il y a une consommation, il y a un marché, il y a des indicateurs, il y a une tendance économique, ça monte. D'accord? Entreprendre, c'est créer une planche de surf. D'accord? Le surf sans vague, ça marche pas. L'état de l'économie, c'est la vague. La boîte, c'est la planche de surf. Donc toi, tu dis juste, il y a une vague qui arrive. Tu dis pas, il y a une vague qui arrive dans 10 ans, parce que dans 10 ans, ça sera trop tard. On sera mort. Donc, c'est quelqu'un d'autre qui la prendra. Tu dis pas, il y a une vague qui est passée. C'est trop tard. Faut la rattraper. Ou alors, faut y aller vite. D'accord? C'est vrai. Donc, toi, ce que tu veux, c'est le timing. C'est, tu dis, actuellement, il y a des habitudes de consommation. Par exemple, un truc tout bête. Les entreprises, je dis n'importe quoi, hein, j'ai pas les sources, hein, d'accord? Okay. Dans les dépenses logicielles des entreprises, nous observons une part relative en diminution sur les licences à vie ou les licences OEM, onboardées dans les machines, et de plus en plus de recours en abonnement SaaS payé au siège. Donc, les départements IT sont d'accord pour payer leurs logiciels professionnels sur un modèle SaaS en abonnement, en payant par siège, et on observe que le nombre total de licences par employé augmente et que la part des dépenses augmente, et en volume et en valeur. C'est bien. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de directeurs IT qui sont OK pour acheter du SaaS en abonnement. Merci Rémi d'être présent ici aujourd'hui. Je t'en prie. Avec mon équipe, on a eu la chance d'être sélectionnés dans le cadre du HEC Startup Launchpad qui va commencer le 19 janvier. Tout à fait. Alors nous sommes une équipe de 3 personnes assez polyvalentes. Juste pour t'expliquer brièvement, notre startup, Apralis, met en relation les médiateurs et les entreprises du BTP. L'idée, c'est d'éviter aux entreprises du BTP de passer par le parcours judiciaire qui est long et extrêmement coûteux pour eux. Ouais. Surtout pour tout ce qui concerne les impayés, souvent avec leurs fournisseurs, ce qui peut provoquer pour eux le risque de tout simplement fermer leur boîte. Bien sûr. Alors moi, j'ai pas mal de questions par rapport au Launchpad lui-même, parce que je t'avoue que c'est assez opaque finalement sur comment se déroule le Launchpad, quels sont les critères de sélection, parce que si j'ai bien compris, c'est un programme d'accélération. Oui. Alors les critères de sélection, tu les as passés pour rentrer. Hein. Tu veux que je revienne sur les raisons pour lesquelles on vous a retenu, vous? Oui, déjà. Alors, je dis on, moi, c'est pas moi, c'est le jury. Mais pour lesquels vous avez su convaincre le jury. Alors, il y a une tendance de fond. La judiciarisation de la société, l'allongement des délais de traitement face à la justice, les tribunaux qui sont saturés et l'absence de moyens publics, donc allongement, et les conséquences de laisser traîner les procédures judiciaires, c'est l'insolvabilité des entreprises, la liquidation, et le fait de même pas aller jusqu'au bout de la procédure, la boîte est déjà fermée. Donc, il y a un problème. Il y a un problème avec la multiplicité des différends et l'incapacité de la structure juridique à absorber ça. Ça, c'est vrai. Et que vous entrepreniez ou non, ça ne va rien changer. C'est vrai. Les problèmes, c'est quoi? Aujourd'hui, tu recours à des avocats spécialisés, tu recours à du conseil juridique, mais fondamentalement, en fait, tu es tributaire de la longueur de l'institution judiciaire et tu n'y peux rien. Donc, en fait, tu ne peux rien faire pour raccourcir. En fait, à moins de ne pas aller en justice. Et donc, vous dites, voilà, là, il y a un truc intéressant parce que on peut leur dire, voilà, si vous allez en justice, ça va être long, ça va être pénible, ça va être incertain, ça va être coûteux, et on peut pas raccourcir. Donc, vous voulez régler un différend et vous êtes prêt à partir avec la moitié de l'enveloppe, mais avant la fin de l'année, plutôt que d'avoir toute l'enveloppe dans 5 ans, il y a moyen. Et donc, vous proposez une voie substitutive dont on peut présumer, et vous l'avez démontré d'ailleurs dans votre argumentaire, qu'une partie majeure des personnes, chat échaudé craint l'eau froide, qui ont fait appel à la justice par le passé ou aux assurances, ils se disent « Ouah, moi je préfère régler ça à l'amiable plus rapidement, quitte à pas être au max ». Donc, il y a un attrait pour la proposition de valeur qui est fort. Donc, si vous voulez, il y a une tendance de marché, il y a un nombre croissant de personnes qui vont avoir recours à ces services, il y a une insatisfaction pour la solution dominante qui ne va pas être résolue tout de suite et pour laquelle on ne peut à peu près rien.
Et il y a un intérêt très fort pour la proposition de valeur que vous faites. Nous, ça nous suffit. C'est la fameuse première partie du problème. Pourquoi ? Parce que même si vous changez d'idée, et même si vous ne vendez pas une mise en relation avec des médiateurs, mais que vous êtes des médiateurs vous-même, ou que finalement c'est pas la médiation la bonne idée, mais une autre idée, tout est vrai. Il y a de plus en plus de problèmes juridiques, il y a un allongement de la justice et une insatisfaction, il y a la nécessité pour les gens de trouver une solution substitutive qui fonctionne. Charge à vous de la trouver. Mais vous pouvez changer 15 fois d'idée et pivoter là-dessus. Le bloc est bon. D'accord. Et ça, c'est fondamental. D'accord. Et au niveau justement de ce programme d'accélération, comment ça se passe? Je sais que c'est 3 mois, ça va être Ouais. assez intense, mais 13 semaines, finalement, ouais. on a assez peu de visibilité sur l'emploi du temps. Comment ça se déroule? 3 grandes phases. 1, recherche terrain, validation du problème, recherche d'insight de la part de clients qualifiés. Donc, 3 premières semaines, du terrain, de l'interview. On est en train de préparer des événements là dans lesquels on va notamment puiser dans l'écosystème Alumni HEC. On va essayer de on va utiliser l'écosystème. C'est là où nous on a un accélérateur pour vous mettre en relation avec plein de décisionnaires et plein de gens qui ont des choses intéressantes à vous dire. Ok. Voilà, donc on utilise le réseau HEC pour ça. 2, avec Mathias et moi, on fait une semaine entière de design sprint où là, on va prendre tous les insights terrain, on va les concaténer, on va en tirer des apprentissages, on va designer une proposition de valeur, on va simplifier votre modèle d'affaires, on va vraiment faire, alors, non pas un MVP, enfin, non pas un minimum viable product, mais une minimum viable proposition. D'accord. Donc, on va changer ce que vous avez appris en, si que j'allais voir un client pour lui proposer ça en échange de ça demain et qu'il y avait que ça dedans, il dit je suis chaud. Ça marche pas, hein, mais il dit je suis chaud. Il dit ça, j'aime bien. D'accord. Et ensuite, on va vous apprendre à promouvoir ça par des techniques de vente directe et d'acquisition publicitaire, plus un ensemble de cours sur, grosso modo, les basiques, les fondamentaux de la finance d'entreprise, de la levée de fonds et d'autres petites skills autour de ça, de manière à, en fait, mettre en place un système de validation de la proposition de valeur et d'acquisition de leads qualifiés. De manière à ce que, en sortant du programme, vous sachiez ce que vous vendez à qui et que les gens soient intéressés pour acheter ça. Okay. Et après, il y aura encore bien des écueils et des obstacles qui vous attendent, mais à minima, on passe la seconde. C'est-à-dire après, faut le faire. Oui. Après, faut le construire, mais vous êtes sur la bonne voie. C'est-à-dire que vous n'allez pas passer 2 ans à construire un truc pour dans 2 ans m'appeler en disant « Rémi, j'essaye de le vendre, personne n'en veut maintenant. » Parce que là, l'idée, c'est qu'on l'a vendu avant qu'il n'existe. Et toute la finalité, elle est là. D'accord, très bien. J'aurais une autre question, c'est plus par rapport ensuite à l'étape d'incubation, au bout des 3 mois. Oui. Alors nous avions vu qu'il y avait 2 généralement startups qui étaient sélectionnées. Quels sont ces critères de sélection ? Comment se passe cette sélection ? Il y a aussi un pitch qui aura lieu à Londres. Finalement, comment tout ça s'organise ? Ok. Fin du programme, on a donc l'avant-dernière semaine qu'on passe à Londres, qui nous permet de mettre un gros coup de projecteur parce que Londres organise très généreusement donc cette cérémonie où elle convie la communauté HEC londonienne, qui est la 2e communauté la plus dense après Paris. Hein. Londres, c'est la 2e ville qui agglomère le plus d'HEC. Et en plus, qui relaie ça sur les réseaux sociaux. Donc, on a des techniciens qui font un super travail. On stream ça en direct sur les internets. Donc, c'est un très beau coup de projecteur. Et après, on a le fameux démodé à Station F, où là, il y a la sélection des projets. Alors, les critères, vous allez rire, sont rigoureusement les mêmes qu'à l'entrée. La section 1, sur laquelle on est venu vous chercher, et cette fois-ci, la section 2. Donc, c'est toujours vrai ce que vous aviez trouvé, ou alors vous avez changé, vous avez le droit de changer. Hein. Et la proposition de valeur est béton, l'exécution tient la route, le go-to-market a l'air validé, le modèle opérationnel et financier a l'air cohérent. Donc, non seulement c'est un bon constat, mais en plus, c'est un bon projet d'entreprise. D'accord. Voilà, donc c'est bon. Donc, il y a un top 10. Le top 10 pitch devant tout le monde, donc pareil, grande cérémonie, on invite 500 personnes à peu près d'HEC à assister à ça. Et on a 2 prix, prix du jury, alors souvent les jurys, on fait ça avec des VIP, des gens qui ont une certaine notoriété dans le milieu, prix du public aussi. Et les 2 gagnants gagnent une incubation de 3 mois dans l'incubateur HEC Paris, qu'ils peuvent utiliser immédiatement, ou bien dont ils peuvent déférer l'exécution 3 mois, 6 mois, 9 mois après, s'ils préfèrent d'abord que le projet soit plus structuré, parce que l'incubateur, vraiment, eux, l'idée, c'est de dire, tu sais ce que tu vends, tu as validé le prix, tu as validé les clients, maintenant viens dans l'incubateur et au lieu de faire 10 ventes par mois, tu vas en faire 30 ou 40 ou 50. Donc, attends d'avoir une certaine maturité et viens à l'incubation pour passer un peu au stade supérieur. D'accord. Et le prix du public, ça se passe comment exactement ? Alors, c'est pareil, c'est une notation via... Alors, c'est rigoureusement les mêmes critères que le jury privé, si ce n'est que ça se fait via une console avec des échelles évaluatives et tout le public peut scanner le QR code et noter. Et par le public, tu veux... Les gens présents dans Station F qui sont venus voir les pitchs, le public. D'accord, très bien. Voilà, donc les gens qui assistent au pitch. D'accord, voilà. Très bien. Merci pour tous ces conseils et je vais retourner dans ma start-up avec mon équipe. Bon courage. Ok, donc moi c'est Thomas, j'ai fait le Launchpad l'année dernière. Du
Du coup, Rémi, on se connaît déjà depuis un moment. On se connaît, ouais. Merci beaucoup, ça Je m'a t'en beaucoup prie. apporté. Merci à toi. Et peut-être, dernière question, est-ce que tu aurais peut-être un dernier mot pour les étudiants du Launchpad, enfin les étudiants du Master Lead pour le Launchpad? Ouais. Peut-être un petit dernier mot, juste pour les aiguiller et les orienter. Bien sûr. L'entrepreneuriat, c'est une expérience magnifique. C'est pas l'alpha et l'oméga de tout, c'est pas la manière de tout changer, mais c'est extraordinairement porteur d'apprentissage. Et peut-être le plus important d'entre eux, c'est comprendre qu'en fait, pour exister dans ce type d'aventure, il faut choisir et moi c'est ce qui me séduit, je pense, dans cette démarche, il faut choisir de se mettre au service de quelqu'un, d'une communauté. C'est-à-dire, il faut vraiment, c'est, tout le monde entreprend parce qu'il a des rêves et une vision, et tout le monde arrive à entreprendre durablement parce que il substitue à ses rêves et à cette vision la volonté de vouloir servir, la volonté en fait de vouloir trouver comment aider les gens véritablement. Et je pense que c'est ça. C'est si vous êtes animé de cette volonté, si vous êtes prêt à changer beaucoup d'idées, et si vous êtes prêt à tester les choses et à opposer à vos croyances la réalité du marché, la réalité des faits, je pense que ça peut être une aventure extraordinaire. Ok. Alors c'est effectivement très poétique et très beau. C'était vraiment très joliment dit. En tout cas, on te remercie pour le temps que tu nous as accordé. Bien, je vous en prie. Et tu nous as appris pas mal de choses. Et j'espère que ce podcast servira particulièrement aux prochains étudiants du Master Lead et pas seulement à tous ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais là, on en discutait, et franchement, moi, ouais, cette année, là, il y en a une partie d'entre vous qui va faire le Launchpad. Si vous voulez qu'on fasse l'épisode de débrief, voilà, pour raconter comment ça s'est passé. Bah, franchement, avec plaisir. Ouais. Je pense que tous les étudiants qui participeront au Launchpad seront ravis de. Bon, peut-être qu'il y en a qui voudront pas être face cam, mais oui, bien tout sûr, le monde sera ça, ravi c'est de, pas faire, de donner son avis et de faire son petit retour sur la question. Est-ce que Ben, tu as peut-être quelque chose à ajouter? Non, franchement, tout a été dit. Et un grand merci à toi, Rémi, et Merci à vous. à la prochaine. À très bientôt.